l'œuvre de Beckett suppose déjà cette expérience comme allant de soi, mais la pousse cependant plus loin que la négation abstraite du sens en faisant par sa facture entrer ce processus dans les catégories traditionnelles de l'art, en les supprimant concrètement et en extrapolant d'autres du néant. Le renversement qui se produit alors n'est évidemment pas du style d'une théologie qui reprend déjà haleine lorsqu'on discute de son domaine. Peu importe la manière dont tombe le jugement, comme si au bout du tunnel, du non-sens métaphysique, de la représentation du monde comme enfer, apparaissait la lumière. Günther Anders a justement défendu Beckett contre ceux qui en font un auteur affirmatif. Ces pièces sont absurdes non par l'absence de tout sens, car elles perdraient alors de leur importance, mais parce qu'elles mettent le sens en question. Elles en développent l'histoire, de même que son œuvre est dominée par l'obsession d'un néant positif. Elle l'est également par l'obsession d'une absurdité, pour ainsi dire méritée, sans qu'on puisse cependant se réclamer de celle-ci comme sens positif. Néanmoins, l'émancipation des œuvres d'art vis-à-vis de leur sens devient esthétiquement riche de sens, dès qu'elle se réalise dans le matériau esthétique. Précisément parce que le sens esthétique ne se confond pas immédiatement avec le sens théologique. Les œuvres d'art qui se dépouillent de l'apparence de tout aspect signifiant ne perdent pas, par là même, leur ressemblance avec le langage. Elles expriment, avec la même précision que les œuvres traditionnelles, leur sens positif, comme sens de leur absurdité. L'art est toujours capable d'accomplir cela par la négation conséquente du sens. Il rend justice au postulat qui constituait jadis le sens des œuvres. De ce fait, les œuvres au niveau formel le plus élevé, dépourvues de sens ou étrangères à lui, sont plus que simplement absurdes parce que leur contenu croît dans la négation du sens. L'œuvre qui nie rigoureusement le sens est tenue par cette logique, à la même cohérence et à la même unité qui devait autrefois évoquer le sens. Les œuvres d'art, même contre leur propre gré, acquièrent un sens cohérent dans la mesure où elles nient le sens, tandis que la crise du sens s'enracine dans une problématique commune à tout art, et dans sa faillite devant la rationalité, la réflexion est incapable d'éluder la question de savoir si l'art, par la destruction du sens et par ce qui précisément semble absurde à la conscience quotidienne, se jette dans les bras de la conscience réifiée et du positivisme. Mais le seuil entre un art authentique qui prétend à charge la crise du sens et un art prêt à la résignation consiste en des sentences protocolaires au sens littéral et figuré du terme, de sorte que dans les œuvres importantes, la négation du sens se constitue comme élément négatif, et que dans les autres, elle se reproduit obstinément d'une manière positive. Tout dépend de ceci, à savoir si la négation du sens dans l'œuvre d'art est inhérente au sens, ou si elle s'adapte aux contingences. Si la crise du sens est réfléchie dans l'œuvre, ou si elle reste immédiate, elle est alors étrangère au sujet. Les phénomènes clés peuvent même être certaines œuvres musicales comme le concerto pour piano de John Cage, qui s'impose comme loi d'une contingence impitoyable, et donc quelque chose qui ressemble à un sens exprimant finalement l'horreur. Chez Beckett, toutefois, l'unité parodique de temps, de lieu et d'action agit par des épisodes habilement élaborés et pensés, par la catastrophe qui consiste dans le seul fait qu'elle n'apparaît pas. C'est vraiment une des énigmes de l'art et un signe de la puissance de sa logicité que toute rigueur logique radicale, même celle qu'on nomme absurde, a pour résultat quelque chose qui ressemble à un sens. Et cela n'est pas tant la confirmation de sa substantialité métaphysique qui s'empare de toute œuvre complètement élaborée, que la confirmation de son caractère d'apparence. L'art est finalement apparence par le fait qu'il ne peut échapper à la suggestion d'un sens au sein de l'absurde. Cependant, les œuvres d'art qui nient le sens sont aussi nécessairement disloquées dans leur unité. C'est là la fonction du montage qui, de même qu'il désavoue l'unité par la disparité évidente des parties, contribue en tant que principe formel à sa restauration. On connaît le rapport entre la technique de montage et la photographie. Le premier possède au cinéma la place qui lui convient, juxtaposition saccadée et discontinue de séquences. Le découpage, utilisé comme moyen artistique, veut être au service d'intention, sans que soit affectée l'absence de la simple existence que vise le film. Le principe du montage n'est aucunement un truc destiné à intégrer à l'art la photographie et ses dérivés malgré leur dépendance réductrice à l'égard de la réalité empirique. Le montage dépasse plutôt la photographie d'une manière immanente, sans y rajouter de magie facile, mais également sans sanctionner comme norme son aspect chausal, autocorrection de la photographie. Le montage apparu comme antithèse de tout art chargé d'atmosphère, et apparu probablement en premier lieu comme antithèse de l'impressionnisme.
Celui-ci décomposait les objets en éléments minuscules qu'il resynthétisait ensuite, éléments en majorité tirés du cercle de la civilisation technique ou de son amalgame avec la nature pour les attribuer sans rupture au continuum dynamique. Il voulait sauvegarder esthétiquement l'élément aliéné et hétérogène dans la reproduction. Cette conception se révéla d'autant moins solide au fur et à mesure qu'augmentait la prépondérance de l'élément causal, prosaïque, sur le sujet vivant. La subjectivisation de l'objectivité régressa en romantisme. Elle fut ressentie ainsi non seulement dans la Jugendstil, mais également dans les productions tardives de l'impressionnisme authentique. Le montage découvert dans le collage des coupures de journaux et choses semblables pendant les années héroïques du cubisme est une protestation contre cette subjectivation. L'apparence de l'art, même si celui-ci, par son façonnement de l'empirique hétérogène et réconcilié avec lui, doit se briser, pendant que l'œuvre admet en elle les ruines littérales et non fictives de l'empirique, reconnaît la rupture et la transforme en effet esthétique. L'art veut avouer son impuissance face à la totalité du capitalisme tardif et inaugurer sa suppression. Le montage est la capitulation intra-esthétique de l'art devant ce qui lui est hétérogène. La négation de la synthèse devient principe de formation. Le montage se laisse en outre inconsciemment guider par une utopie nominaliste, celle de ne pas médiatiser par la forme ou le concept l'effet pur de se défaire irrémédiablement de leur facticité. C'est sur eux qu'il faut attirer l'attention par la méthode que la théorie de la connaissance appelle méthode déictique. L'œuvre d'art veut les amener au langage, tandis qu'eux-mêmes parlent en elle. L'art entame ainsi le process dirigé contre l'œuvre d'art, considéré comme cohérence de sens. Pour la première fois dans l'évolution de l'art, les résidus du montage marquèrent le sens de cicatrices visibles. Le procédé rigide. Cela place le montage dans un contexte encore plus considérable. Encore beaucoup plus considérable. Tout le modernisme qui succède à l'impressionnisme et probablement les manifestations radicales de l'expressionnisme renie l'apparence d'un continuum créateur au sein de l'unité subjective de l'expérience du flux du vécu. On rompt l'entrelacement, l'imbrication organisatrice, la croyance selon laquelle l'un se plie vivant à l'autre, à moins que l'imbrication ne soit si compacte et enchevêtrée qu'elle se ferme à plus forte raison au sens. Le principe de construction esthétique, le primat radical de la totalité systématique sur les détails et leur rapport à l'intérieur de la microstructure constitue le complément de cela. D'après sa microstructure, tout art nouveau devrait s'appeler montage. Tout élément non intégré est comprimé par l'instance supérieure de la totalité, de sorte que celle-ci provoque de force la cohérence des parties, qui fait défaut et redevient évidemment par la même apparence de sens. Cette unité octroyée se règle selon les tendances des détails dans l'art nouveau, d'après la vie instinctive des sons ou des couleurs, et se conforme avec une telle musicalité aux exigences harmoniques et mélodiques qu'on fait un usage plus complet de la totalité des tons disponibles de la gamme chromatique. Il est vrai que cette tendance est elle-même à nouveau dérivée de la totalité du matériau, du spectre, de façon plus systématique que véritablement spontanée. L'idée du montage et la construction technologique qui lui est profondément liée devient incompatible avec celle de l'œuvre radicalement et totalement constituée, avec laquelle elle se savait parfois identique. Le principe du montage en tant qu'action dirigée contre l'unité organique, obtenue successivement, était fondé sur le choc. Lorsque celui-ci est émoussé, les montages redeviennent une simple matière indifférente. Le procédé ne suffit plus à réaliser par contact la communication entre l'esthétique et l'extra-esthétique. L'intérêt est neutralisé en intérêt historico-culturel. Mais si l'on s'en tient, comme dans le cinéma commercial, aux intentions du montage, celles-ci deviennent intentions qui sonnent faux. La critique du principe de montage déborde sur le constructivisme dans lequel se camoufle ce principe précisément parce que la formation constructiviste réussit aux dépens des impulsions particulières, finalement du moment mimétique, et menace alors de manquer son but. Le fonctionnalisme lui-même, tel que le représente le constructivisme au sein de l'art non fonctionnel, tombe sous la critique de l'apparence. Ceux qui se comportent d'une manière adéquate ne l'est pas dans la mesure où cela coupe par la structuration la voie des éléments en formation, prétendant à une finalité immanente, qui n'en est pas une. La critique de l'apparence détruit la téléologie des moments particuliers. Le fonctionnalisme se révèle idéologie. L'unité sans faille que prétend être l'œuvre d'art, fonctionnelle ou technique, n'est en vérité pas atteinte.
Dans les lacunes minimales, entre tout élément particulier dans les œuvres constructivistes, s'ouvre béant l'uniformisé, pareillement aux intérêts particuliers socialement réprimés sous la totale administration. Le processus entre le tout et le particulier est, après l'échec de l'instance supérieure, renvoyé au stade inférieur, aux impulsions des détails, conformément au stade nominaliste. L'art ne peut encore se concevoir que sans cette usurpation d'un empiètement prédonné. Les tâches indélébiles dans les œuvres purement expressives et organiques offrent une analogie avec la praxis anti-organique du montage. On voit se dessiner une antinomie. Les œuvres d'art commensurables à l'expérience esthétique seraient riches de sens, de sorte que sur elles veille un impératif esthétique. C'est ce qui importe, et dans l'œuvre d'art, tout en dépend. L'évolution que déclencha cet idéal va dans un sens opposé. La détermination absolue, qui exprime que tout finit par posséder la même importance, que rien ne subsiste en dehors du contexte, converge, selon Giorgi Ligeti, avec la contingence absolue. Rétrospectivement, cela ronge tout simplement la légalité esthétique à laquelle est toujours liée une part de normativité, de règles du jeu, de contingence. Si depuis le début des temps modernes, d'une manière frappante dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle et dans les débuts du roman anglais, l'art a absorbé des aspects contingents du paysage et de la destinée comme aspect non constituable à partir de l'idée, n'appartenant à aucun ordre de vie supérieur, pour leur insuffler par la liberté un sens à l'intérieur du continuum esthétique. L'impossible objectivité du sens, tout d'abord cachée dans la longue période d'ascension bourgeoise, a fini par livrer en vertu du sujet la cohérence de sens elle-même, à la contingence que la figuration eut jadis la prétention de désigner. L'évolution vers une négation du sens rend l'appareil à celui-ci. Tandis qu'elle est inévitable et possède sa vérité, elle s'accompagne à une échelle différente d'un élément ennemi de l'art, simplement mécanique, et reprivatisant la tendance évolutive. Ce passage va de pair avec l'extermination de la subjectivité esthétique, en vertu de sa logique. Elle paye pour le mensonge de l'apparence esthétique qu'elle a produite. Même la prétendue littérature absurde a, dans ses représentants les plus élevés, part à la dialectique, du fait qu'elle exprime en tant que cohérence de sens téléologiquement organisée en soi, qu'il n'existe aucun sens. Elle conserve dans la négation déterminée, la catégorie du sens. C'est ce qui rend possible et exige son interprétation. La critique du sens n'a pas fait disparaître l'unité ni même l'harmonie, sans que celle-ci ne laisse de traces. L'antithèse déterminée de toute œuvre à l'égard de la réalité empirique exige sa cohérence, sinon, à travers les lacunes de la structure, pénétrerait, comme dans le montage, et d'une manière abrupte, ce contre quoi cette structure se ferme. Cela est très vrai dans le concept traditionnel d'harmonie. Ce qui en survit culmine, avec la négation du culinaire, au sommet la totalité dans la mesure où ce n'est plus guère assujetti par avance aux détails. Même lorsque l'art se révolte contre cette neutralisation en quelque sorte de contemplatif et insiste sur son aspect extrême d'incohérence et de dissonance, ces moments ne pourraient même pas dissonner. Même lorsque l'art, sans restriction mentale, obéit à l'inspiration, le principe d'harmonie, métamorphosé jusqu'à devenir méconnaissable, est en jeu, car les trouvailles doivent, afin de compter pour quelque chose, et selon le style des artistes, être adéquates. On sous-entend par là l'intervention d'un élément organisé, cohérent, tout au moins comme point de fuite, et familier à l'expérience esthétique, comme d'ailleurs à l'expérience théorétique, le fait que les trouvailles inadéquates disparaissent, parce qu'inutiles. La logicité paratactique de l'art consiste dans l'équilibre des éléments coordonnés, dans cette homéostase, dans le concept de laquelle l'harmonie esthétique finit par se sublimer. Cette harmonie esthétique est, par rapport à ces éléments, quelque chose de négatif. Elle dissonne par rapport à eux. Il advient à ceci quelque chose de semblable à ce qui arrivait jadis en musique, au son isolé dans la pure consonance, à l'accord parfait. C'est ainsi que l'harmonie esthétique se qualifie elle-même comme moment. L'esthétique traditionnelle se trompe en ce qu'elle exagère ce moment, la relation du tout au parti, au tout absolu, en l'érigeant en totalité. Par cette confusion, l'harmonie devient le triomphe sur l'hétérogène et l'emblème d'une positivité illusoire. L'idéologie philosophico-culturelle, pour qui le clos, le sens et la positivité sont synonymes, se réduit régulièrement à une laudatio temporis acti. Autrefois, dans les sociétés closes, chaque œuvre, dit-on, avait sa place, sa fonction et sa légitimation. On l'appréciait pour sa clôture, tandis qu'aujourd'hui, l'on construit dans le vide, condamnant l'œuvre à l'échec, même en soi.
La teneur de telles considérations, qui se tiennent à une trop sûre distance de l'art et se croient à tort supérieurs aux nécessités intra-esthétiques, est si évidente qu'il est préférable de les ramener à leur juste signification plutôt que de les supprimer abstraitement à cause de leur rôle et du fait qu'on n'y souscrit pas, de les conserver dans la mesure du possible. L'œuvre d'art n'a aucunement besoin d'un ordre a priori dans lequel elle serait reçue, protégée et acceptée.